Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. On va passer direct à la première question. On va parler de Mélenchon. Voilà, pour mettre tout le monde dans l'ambiance. Alors Mélenchon, il sort un bouquin pour parler à la jeunesse de gauche. Le bouquin s'appelle Faites mieux. C'est pas dur de faire mieux que Mélenchon. Alors là, je tiens à le dire dès le départ, ça ne doit pas être impossible. Hein. C'est sûr. Maintenant, je pense qu'il dit faites mieux, non pas forcément en termes d'idéologie, mais en termes de prise de pouvoir. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qu'il avait dit d'ailleurs, juste après, à la toute fin de son discours, après son élimination de la présidentielle, il a dit à tout le monde voilà, faites mieux en mode moi je me. Mais il a dit je m'en vais aussi. Je m'en vais. Mais on le voit tout le temps quand même. Il est pour un type qui est parti. Ça me rappelle les adieux de... C'était qui je sais plus, c'était Gilbert Bécaud, quand il faisait des adieux, et on le voyait pendant la vie, pendant 4 ans de suite, faisant ses adieux, ou je sais plus si c'était Louison Bobet ou Gilbert Bécaud, enfin, il y avait quelqu'un comme ça. Je sais plus. C'est comme les derniers concerts, à chaque fois. Oui. Il y avait pareil avec Johnny, bon, je l'en veux pas, parce que j'aime bien, mais c'est vrai que Johnny, il y a eu le dernier concert de Johnny, je ne sais combien de fois. Là, c'est un peu pareil avec Mélenchon. Bon, alors, il a quand même eu l'amabilité de ne pas redevenir député de la République, mais on le voit quand même tout le temps. Là, il sort un bouquin, il est passé chez Thinkerview, et alors il a lâché quand même une grosse énormité là-bas. Je voudrais que vous régliez un petit peu son compte par rapport à ça. Il nous a dit le capitalisme ne nous permet pas de survivre dans un monde à 8, 9 ou 10 milliards d'individus. Moi quand j'ai vu ça, je me suis dit le capitalisme est la seule chose qui nous permet de survivre dans un monde à 8 milliards d'individus. Qui nous a amené à 8 milliards. Déjà qui nous a amené à 8 milliards. Parce que c'est le capitalisme qui a quand même permis les progrès de la médecine, qui nous ont fait qui nous ont fait multiplier l'espérance de vie par 2 ou par 3 en l'espace de 2 siècles et demi. Donc, Monsieur Mélenchon, comment dire, c'est un monsieur qui il y avait, je sais plus quel était ce grand écrivain socialiste qui disait dès le départ de son livre, commençons par écarter les faits. Ah oui, ça c'était Rousseau. Ah voilà, c'était Rousseau. C'est Rousseau, il me semble. C'est Rousseau, ça me paraît exactement dans la lignée de Mélenchon, c'est-à-dire commençons par écarter les faits, ne prenons pas en compte la réalité et partons vivre dans notre monde magique. Et le grand homme de Mélenchon, c'est quand même, je crois, Venezuela, enfin le grand pays où il se rend fréquemment. D'ailleurs, toujours en classe club, je crois. Il n'y va pas en classe économie, mais c'est bien pour lui, parce qu'il est vieux. Je comprends. Et c'était quand même le pays le plus riche d'Amérique latine, et maintenant il crève de faim, et il y en a 2 ou 3 millions qui se sont barrés pour aller vivre dans les pays d'à côté. Donc, je sais que si M. Mélenchon arrivait au pouvoir, le problème de la surpopulation française qui n'existe pas parce que c'est un pays qui est sous-peuplé de façon épouvantable, mais il y aurait la moitié des Français qui se barreraient dans le pays d'à côté, comme ça c'est qu'à passer aussi bien à Cuba qu'à Venezuela. Donc, que M. Mélenchon écrive un livre, ça me paraît, pourquoi, s'il y avait rien d'autre à faire, mais surtout que les Français ne se donnent pas la peine de le lire, c'est pas la peine, quoi. Oui, je pense que Mélenchon déjà, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le capitalisme. C'est-à-dire que, en fait, il voit le capitalisme comme un choix de société au même titre que le socialisme. Or, le socialisme, il est issu d'une idéologie. Le capitalisme n'est pas issu d'une idéologie. Vous mettez 3 petites filles, elles commencent à échanger des trucs, à jouer à la marchande et à échanger des trucs. Le capitalisme, c'est d'essayer de vendre quelque chose un peu plus cher que vous l'avez acheté. Et donc de créer de la valeur. Et donc s'il y a un système de création de valeur où tout le monde est libre, tout le monde est content. Parce que dans le socialisme, c'est un système de destruction de valeur où tout le monde est plus pauvre à la fin. Donc non, mais il ne faut pas essayer d'expliquer quoi que ce soit à M. Mélenchon, si vous voulez. Je crois que oui, je pense que c'est peine perdue. Il y a des moments, si vous voulez, où on se dit vous savez, c'est toujours ce que je dis. Rousseau, qui est à l'origine de la gauche française, qu'on le veuille ou non, c'est quand même celui qui a écrit les plus beaux bouquins sur l'éducation. Et il a abandonné tous ses enfants à l'assistance publique. Donc, il a eu 5 ou 6 enfants avec sa cuisinière, là, ou je sais pas quoi. Et chaque fois, il les enlevait à la mer et il les donnait à l'assistance publique. Donc, pour moi, la gauche, c'est de parler de l'éducation et d'abandonner les enfants à l'assistance publique. Donc, la réalité n'a pas d'importance.
Mais cela dit, je pense que c'est aussi la conception de l'éducation selon la gauche, c'est-à-dire que l'État doit remplacer le père de famille. Donc finalement, il y a une sorte de cohérence. L'assistant public à l'époque, vous la mettiez en 1770 à l'assistance publique. D'abord, c'était l'Église catholique qui s'en occupait. Oui, absolument. C'était pas l'État. Et ensuite, si vous voulez, il y en avait à peu près 9 sur 10 qui claquaient. Donc en fait, vous aviez pas le courage de les noyer vous-même, quoi. Oui, c'est sûr. C'est ce qu'on faisait avec des petits chats, quoi. C'est-à-dire qu'ils considéraient les enfants qu'il avait eu avec cette femme comme des petits chats qu'il aurait fallu tuer au moment où ils sont nés, quoi. Non, mais c'est simplement monstrueux, quoi. Et que cet homme-là a été représenté comme une des lumières de la gauche, oui, pourquoi pas, mon Dieu. C'est au même titre que Staline ou Pol Pot et tout ça, c'est des bienfaiteurs de l'humanité. Je me demande, tiens, j'aimerais bien remonter un petit peu dans le temps, voir quand est-ce que monsieur Mélenchon a commencé à gueuler contre Pol Pot au Cambodge. À mon avis, ça n'a jamais été le cas. Mais il faudrait savoir, parce que je me souviens de cet écrivain qui s'appelait Lacouture, qui était de gauche, qui écrivait dans Le Monde et qui était bordelais. Et quand on lui a demandé pourquoi il avait rien dit au moment où il y avait eu tous les massacres communistes au Cambodge, il avait dit « je pouvais pas le dire parce que c'était le Figaro qui l'avait dit le premier ». Donc, si vous voulez, un génocide qui était décrit et annoncé par un journal de droite, c'était pas recevable dans le discours public. Bah, c'est comme Mélenchon. Bah, pour moi, Mélenchon, si vous voulez, ce que peut penser Mélenchon, ça m'est complètement indifférent parce que je sais que tout ce qu'il pense est faux. Oui, bah y compris ce qu'il a dit effectivement lors de cette interview. Je voulais juste vous en parler pour voir un petit peu votre réaction par rapport à ces propos. Il va de soi que, en fait, le capitalisme est la seule chose qui permette de vivre dans un monde à 8 milliards d'individus, parce que en fait, s'il n'y avait pas eu le capitalisme, on n'aurait pas pu atteindre 8 milliards d'individus. Ça aurait été arithmétiquement strictement impossible. Absolument. Et d'ailleurs, en plus de ça, puisque on fait un petit peu le pont avec l'émission précédente où nous avions reçu François Gervais, le capitalisme, je trouve, s'adapte en permanence aux besoins de l'époque. Et c'est ça qui est fantastique avec ça. C'est pas difficile, c'est que en principe, ça se passe avec vous vendez, vous achetez quelque chose. Il y a une transaction. À l'occasion de cette transaction, il y a un prix qui est créé pour l'objet ou le service que vous avez acheté ou vendu. Et pour que le système fonctionne, il faut que les deux côtés de la transaction soient volontaires. C'est-à-dire que je vois pas quel est le problème d'avoir un système qui est fondé sur des transactions volontaires. Personne ne vous force à acheter, personne ne vous force à vendre. Vous le faites parce que vous êtes d'accord à ce moment-là d'acheter ou de vendre. Bon. L'alternative, c'est que vous soyez forcé soit d'acheter, soit de vendre. Donc, je te dis, vous avez un système capitaliste qui est en principe volontaire et un système non capitaliste qui est fondé sur la contrainte. Donc, vous avez le choix entre la main invisible d'Adam Smith ou le grand coup de pied dans le derrière de Joseph Staline. Mais il n'y a rien d'autre. Donc, quand on me dit il y a un système alternatif au capitalisme, je dis c'est une idée intéressante, et ça se termine toujours dans des camps de concentration. Parce que pour que votre système alternatif fondé sur la contrainte marche, il faut que vous ayez le pouvoir d'imposer à l'autre une transaction qui n'est pas à son avantage. Mmh. Donc que vous ayez le pouvoir de la force publique, et s'il n'est pas d'accord, vous le mettez dans un camp, puis s'il continue à pas être d'accord, vous le tuez. Donc, si vous voulez, c'est pas une question de philosophie, c'est une question pratique. Ou vous basez un système sur la liberté, ou vous le basez sur la contrainte. Mais dans les systèmes basés sur la contrainte, celui qui détermine ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, c'est des puissants esprits comme M. Mélenchon qui n'ont pas dépassé le certificat d'études, qui sont des gros crétins qui ont pas de. Il parle bien, mais il n'a pas la moindre idée de la complexité du monde. Donc je me dis voilà, c'est comme à l'époque de la Révolution française où pas de liberté pour les ennemis de la liberté, donc on va tuer tous les gars en Vendée. Oui. Mais avec la meilleure conscience du monde. Hein. C'est-à-dire que les gens de gauche sont naturellement criminogènes. Oui, mais d'ailleurs, il le prouve à chaque fois. Il revendique systématiquement toutes les causes qui mènent à cela. En ce moment, évidemment, le grand truc de la gauche, c'est la décroissance vis-à-vis du réchauffement climatique. Et évidemment, alors ça me fait rire parce que quand même, je trouve que la pire chose qui pouvait arriver aux écologistes politiques, c'est le fait que justement le capitalisme s'adapte en permanence à ce besoin-là. C'est-à-dire que
pour la même production, une même quantité d'énergie produite, on a une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre par rapport à avant. Enfin, je veux dire, si on prend par exemple l'utilisation du train, on imagine bien que ou de bagnoles, le charbon, ça doit être beaucoup moins qu'il y a. Évidemment, en permanence, on réduit systématiquement tout ça. Donc, on va vers davantage de production d'énergie, toute en respectant l'environnement et justement toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est pas ça le but. Ça les met en rogne. Ça les met en rogne. Le but, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, comme j'essaie de l'expliquer souvent, vous avez ceux qui veulent qu'on leur foute bien la paix. Vous savez, qui dans le fond, avec Pompidou, quand il disait « mais c'est d'emmerder les Français », avaient tout compris. Donc, les hommes d'affaires, les familles, vous voulez élever vos enfants, vous voulez pas qu'on vous emmerde. Et puis ceux qui ont une idée très nette de la façon dont les autres devraient agir. Moi, en bon libéral, je fais ce que je veux, enfin j'essaye. Et puis surtout, j'ai aucune idée sur la façon dont les autres doivent agir. Je sais pas, sauf dans le cadre de la loi, c'est-à-dire qu'ils doivent respecter la loi telle qu'elle est promulguée. Mais il y a des gens qui entendent prendre le contrôle de cet appareil coercitif, qui n'est là que pour réprimer le crime, pour forcer les autres à agir selon leurs désirs à eux. Ben, ces gars-là sont des malades mentaux. Je veux dire, qu'est-ce qui vous permet intellectuellement de sortir et de dire à quelqu'un, ben écoute mon grand, à partir de maintenant, tu vas faire ce que je te dis. Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. J'ai même... S'il vient me demander mon avis de ce qu'il faut faire, je peux lui demander, je lui dis, moi, c'était je ferais ça, mais après tout, c'est son problème, c'est pas le mien, quoi. C'est toujours le même, parce que il y a des moments où, même avec mes enfants, etc., je leur dis pas, tu vas faire ça. Parce qu'ils vont me dire, on va te faire cuire un œuf. Non, mais ça me regarde pas, il y a des moments de choix des conjoints ou j'en sais rien, donc il y a toute une série de choses. Maintenant, je suis obligé, c'est le plus extraordinaire, c'est que je vois aujourd'hui qu'un peu partout, on veut me forcer à parler d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a des mots que je ne peux plus employer, et il y a des mots que je dois employer si je veux être reçu. Mais moi, j'ai toujours parlé comme j'en avais envie, et je ne vais pas dire des mots comme il faut pour être reçu à France Inter. Mmh. C'est pas le but de ma vie d'être reçu par ces crétins incultes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qui me sidère, c'est cette suffisance qui permet de penser à ces gens que eux, ils sont capables d'imposer aux autres ce que eux jugent désirable. Mais va ranger ta chambre, il faut moins la paix, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un drôle de truc. Donc moi, pour moi, les gens de gauche sont des gens qui sont naturellement tyranniques. Ah oui, c'est inhérent à la pensée de gauche, c'est-à-dire que une certaine pensée de droite libérale, ça veut, en fait, c'est juste laissez-moi faire mon truc dans mon coin. Et on peut en discuter, je suis toujours d'accord pour discuter. On peut en discuter, vous faites vos trucs de communistes de votre côté si vous voulez. Allez créer des communautés dans le Larzac. Allez faire des projets mutualistes, des coopératives, j'en sais rien. Vous êtes tout à fait libre de le faire. Maintenant, laissez-moi faire mon truc de mon côté. Et la pensée de gauche, elle, c'est non, alors en fait, on va réorganiser toute la société pour que nous, on puisse faire notre truc correctement, parce que sinon, ça pourrait jamais tenir debout. Bah oui, mais du coup, en fait, pour toi faire ton projet, on est obligé d'empêcher tout le monde d'accéder aux libertés de base. Et à ce moment-là, on peut pas nourrir les 8 milliards de personnes sur la Terre. Oui, là, c'est clair. C'est clair. Comme on disait, elle pourrait pas voir le jour de toute façon. Non, mais ce qui est étonnant, c'est la suffisance, c'est ce que disait Bastiat, c'est la suffisance de ces gens qui pensent qu'ils peuvent organiser des systèmes extraordinairement complexes qui sont organisés tout seuls, et que ça sera mieux que ce qu'il y avait une fois que c'était fait tout seul. C'est-à-dire que ils pensent que dans le fond, la liberté individuelle, c'est pas une bonne chose. Ils pensent que une contrainte voulue par le plus grand nombre est justifiée. Mais non. Même quand elle n'est pas voulue par le plus grand nombre. Mais non, mais très rapidement, elle ne l'est plus. Donc voilà, c'est ça qui m'étonne, c'est cette extraordinaire suffisance intellectuelle. Bah, qui sont quand même des minus à base, quoi. Oui, et qui selon moi va de pair avec une mauvaise compréhension aussi de la nature humaine. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que le capitalisme
c'est comme un menu, quoi. On choisit le capitalisme. Le capitalisme s'impose à nous de manière standard, quoi. Le capitalisme, c'est ce qu'il y a quand il n'y a pas le socialisme. C'est pas en fait, il y a pas des gens qui sont organisés dans une chambre calfeutrée pour dire OK, alors on va organiser le capitalisme comme ça, on va faire des profits partout et on va faire de l'argent et ça va être génial. Non, c'est les gens qui naturellement produisent de la valeur, font des marges, se réadaptent au marché, aux nouvelles écoute ce dont les autres ont etc. besoin. Il y a, par exemple, c'est pas capitaliste, mais moi, je vais de temps en temps à la messe, et c'est très rigolo, parce que je me rends compte que s'il y a un bon père qui est enthousiaste sur sa foi, etc., sur la religion catholique, son église est pleine. S'il y en a un qui nous fait des cours de sociologie pour expliquer que le monde est injuste et tout, son église est vide. Donc, on voit très bien que les gens vont librement, ou pas. Bah oui. En fonction de ce que l'autre propose. Et là, c'est gratuit en plus. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, on voit très bien que toutes les subventions étatiques aux films en France, ça fait des films que personne ne va voir. Et que les visiteurs qui n'ont pas dû avoir des tas de subventions ont fait des milliards et des milliards de recettes. Donc, vous vous dites, mais laissez les gens décider de ce qu'ils veulent voir, de ce qu'ils ne veulent pas voir. L'autre qu'on avait tout à l'heure disait que depuis qu'il avait commencé à étudier de près ces histoires de climat, c'est un grand physicien, eh bien, il n'avait plus jamais été reçu sur les antennes des ondes étatiques. Mais vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que ces demeurés qui sont là empêchent le public d'avoir accès à une information parce que pour des raisons quasiment religieuses, ils pensent que ce serait pas bon que le peuple ait cette information. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire de ce qu'il pense du peuple ? Le peuple est tout à fait capable de prendre une information et de la traiter. Donc, les gens qui sont contre le capitalisme, ils sont naturellement contre la liberté d'information, contre la liberté de transaction, contre le droit de propriété et pour les camps de concentration. C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes. Et au Venezuela, vous voyez ça tous les jours, M. Mélenchon trouve ça très bien. Oui, c'est assez fascinant parce qu'effectivement, alors les communistes ne se revendiquent plus tellement de l'URSS, vu qu'il s'est passé tout un tas de trucs dont on est au courant maintenant, fort heureusement, pareil pour le Cambodge, etc. Mais il y a des régimes qui existent encore aujourd'hui, qui sont peut-être moins tyranniques, on va dire, en termes de camps de concentration, de goulag, etc., mais qui sont tout autant tyranniques en termes de liberté individuelle, de liberté d'entreprendre, et dans lesquels l'économie, l'inflation à chaque fois pète le plafond, et justement le Venezuela, effectivement, Mélenchon est tout à fait fan du Venezuela, qui est un pays dans lequel il n'est pas rare de croiser une inflation à 3 chiffres. Ouais. Et ils s'en revendiquent. Apparemment, tout va très bien dans ce pays-là. Enfin bon, c'est curieux de ne pas remettre en question à ce point ces dogmes parce que ils sont quand même extrêmement éloignés de toute forme de réalité, je trouve. Donc, non, c'est simplement que c'est. Moi, je crois que c'est d'origine quasiment religieuse, c'est-à-dire que ils pensent que de la liberté naît le mal. Et c'est un truc qui est vieux comme les rues, mais c'est pas vrai. Ce qui naît de l'absence de liberté, c'est la division, c'est-à-dire le diable, ça veut dire celui qui divise. Donc ce sont des gens qui sont naturellement entraînés vers la division. C'est-à-dire qu'ils veulent être celui qui détermine celui qui est bon et celui qui est méchant. Mmh. Ils ne comprennent pas que la méchanceté ou la bonté, ça passe au milieu de chacun d'entre nous. Non, ils disent, eux, ils seront capables de séparer le bon grain de l'ivraie. Vous savez, de mettre à gauche les mauvais. C'est d'ailleurs rigolo, dans les évangiles, ils mettent toujours les types de gauche. À gauche, c'est toujours les vrais, et à droite, c'est le bon grain. C'est le bon grain, quoi. Mais je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Le Seigneur, il doit être droitier, mais... Ça m'a toujours fait rigoler. Dès qu'on parle de quelque chose de gauche, de maladroit et tout, pouf, c'est toujours à gauche, quoi. Ouais. Mais même en italien, ça se dit sinistra. Sinistra, c'est-à-dire c'est vraiment le truc qui marche pas. Ça, c'est sinistre.
C'est des trucs qui viennent de gauche. Ça donne pas envie d'être gaucher. Non. Voilà, donc c'est pareil, il y a des gens qui doivent se satisfaire de cette autorité morale qu'ils se donnent à eux-mêmes. Non, mais comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui, mais je pense que c'est exactement le cas de ces gens-là. Ils ont toutes les bonnes intentions du monde, mais en fait. Mais non, parce que les bonnes intentions du monde, ça serait laisser les gens libres. Eux, ils veulent les contraindre. Oui, mais justement, ils pensent que par la contrainte, on arrive à des résultats. Voilà, ils pensent que par la liberté, on arrive à l'enfer. C'est précisément l'inverse. Et donc, eux, ils veulent absolument enlever la liberté, puisqu'ils disent, voilà, moi, j'ai une bonne conception du bien et du mal, donc je veux contraindre absolument tout le monde à cette vision des choses. Il y a un autre domaine dans lequel je voudrais parler un petit peu de capitalisme et surtout de capitalisation, c'est les retraites. Comme j'avais dit la semaine dernière, on va revaloriser les retraites, hein, c'est automatique chaque année, donc de 5,2%. Ça représente 14 milliards dans notre budget. Et évidemment, c'est une charge qui va peser sur les actifs. Ce qui va donc, ce qui veut dire que le niveau de vie des retraités dépend directement du niveau de vie des actifs. Et donc, en fait, là, on va encore ponctionner davantage les actifs, ce qui, à mon avis, n'est jamais une bonne chose. Est-ce que c'est le moment ou jamais de passer au moins en partie à une retraite par capitalisation? Attendez une seconde, vous voulez passer à la capitalisation? Vous allez vous demander à l'Agir Carco de s'en occuper, et puis à peine ils s'en sont bien occupés et que vous avez une bonne retraite, ils vous la piquent. Oui. Donc, non, mais c'est la vraie question que vous posez, c'est si vous avez fait une bonne retraite pour vous-même en vous démerdant tout seul comme un grand, en suivant les conseils de l'Institut des Libertés, où vous êtes mieux démerdé que les autres, eh bien, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'ils vont venir et vous dire, comme vous vous êtes bien démerdé, on va vous piquer votre pognon. Ouais. Oui, c'est exactement pour ça. Le donner à ceux qui ont rien. Donc, le problème, c'est pas du tout une question de retraite, c'est une question de droit de propriété. Oui, si vous n'avez pas de droit de propriété sur votre retraite, c'est pas la peine de vous faire une retraite. Il vaut mieux que vous vous barriez, que vous alliez faire une retraite dans un autre pays. Ouais. Le droit de propriété, vous pouvez pas avoir de retraite si vous n'avez pas un droit de propriété sur les actifs qui vont vous permettre d'avoir cette retraite. Parce que si on vous pique les actifs, à quoi ça sert? Donc, encore une fois, si vous voulez, c'est une histoire de fou. C'est-à-dire que ce que j'ai expliqué aux gens, vous avez 14% qui vont en retraite dans le PIB aujourd'hui en France. Bon, le PIB est à 100, donc vous payez 14 en retraite. Mettons que le PIB passe à 90. Il y a une grosse gamelle, hein, comme ça qu'on annonce. Bon, il passe à 90. Oui. Est-ce que vous continuez à payer 14? Ou vous payez 14% de 90? À ce moment-là, non, vous continuez à payer 14. Vous continuez à payer 14. Ouais. Ça veut dire que les gars qui travaillent, ils passent pas de 100 à 90. Ouais. Ils passent de 100 à 90, moins 14% de retraite. Ouais. Mais moins 14 de retraite, c'est-à-dire qu'ils vont passer. Ça va être une gamelle géniale. Ouais. Et donc, cette espèce de mythe que les retraites, c'est un droit gagné, c'est comme si on vous avait mis des grosses pièces d'or dans la pièce de Picsou, là, vous savez, dans lequel il va nager avec bonheur. Mais ça n'existe pas. La retraite, c'est un processus où ceux qui travaillent payent pour ceux qui ne travaillent plus. Ouais. Mais si les gars qui travaillent qui travaillent aujourd'hui ne gagnent plus un rond, il y a que dalle à payer pour les. Oui, ça aussi. Donc c'est grotesque. Il y a une conception de la retraite qui est souvent relayée et qui est fausse. On ne cotise pas pour sa propre retraite. Évidemment, sur le moment, on capitalise pour ceux on cotise pour ceux qui sont aujourd'hui à la retraite, en espérant que les générations suivantes cotiseront autant pour vous. Mais d'abord, ça dépend pas de vous, parce qu'il faut qu'il y ait le même nombre. Autrefois, il y avait 5... Ou une augmentation énorme de la productivité. Oui, mais ça, avec les imbécilités qu'on a des taux zéro, la productivité, vous pouvez l'arrêter tout de suite. Donc, encore une fois, moi, ce que je préfère les systèmes de retraite, comme ça peut exister dans certains pays scandinaves, où vous investissez dans des fonds de retraite de votre choix, il y en a plusieurs qui peuvent être aiguisés, mais la plupart d'entre eux sont plus ou moins indexés sur le PIB. C'est-à-dire, si le PIB baisse de 10%, tout le monde baisse de 10%. Il n'y a pas que les gens qui bossent, les gens qui sont à la retraite. Oui, il n'y a pas que les actifs, ouais. Et au moins, ça me paraît à peu près raisonnable. Mais on arrive toujours à la même chose. Les gens demandent à l'État de leur créer des rentes qui leur sont distribuées, quoi qu'il se passe dans le monde. Mais c'est pas possible. Oui. C'est-à-dire, vous vivez dans un monde incertain complètement, et vous demandez à l'État de vous garantir une rente qui sera 100% certaine. Ouais. Mais c'est hors de portée de n'importe qui. Donc,
vous vous dites, mais dans quel monde magique vivent-ils? Et comment dire, ce qui est génial, c'est que quand vous leur dites oui, alors nous on va faire la retraite par capitalisation, et vous dites non mais voilà, c'est comme jouer au loto, de toute façon on sait jamais, ça peut se casser la gueule, etc. Alors que le PIB, vraiment c'est sûr, on sait que voilà, le PIB, à le moment où il sera 100% étatique, le PIB, plus personne ne fera rien et on sera tous fonctionnaires. Ils vont pas toucher grand-chose en retraite. Bah oui. Et justement, après, ce qui se passe, c'est que, alors, le système de retraite par capitalisation, lui, en général, il se porte très très bien. Et lui, quand le PIB de l'autre côté s'effondre, on va piquer chez la caisse de ceux qui se débrouillent bien. Et ce qui est génial, c'est que, donc, on vous dit, non, mais en fait, la retraite par capitalisation, c'est horrible, faut surtout pas faire ça, c'est beaucoup trop risqué. Sauf que c'est systématiquement ceux qui fonctionnent par répartition qui vont piquer dans la caisse de capitalisation et non pas l'inverse. C'est pas ceux qui font de la capitalisation qui vont piocher dans la retraite par répartition. Non, parce que donc toutes ces histoires de retraite, on en a souvent parlé ensemble, c'est autrefois, il y a bien longtemps, la retraite c'était assurée par les enfants. On avait des enfants qui s'occupaient de vous quand vous étiez vieux. Si vous en aviez 6 ou 7, il y en avait peut-être un qui allait être d'accord pour s'occuper de vous, quoi. C'était à peu près ça le pari. C'était pas toujours le cas, mais ça pouvait arriver qu'il y en ait un qui veuille bien s'occuper de vous. Mais donc, on avait bien compris qu'une retraite à répartition, ça venait s'il y avait des enfants qui étaient faits. Parce que c'est le même principe, hein. La retraite participation ou vivre aux dépens de vos enfants, c'est pareil. Aujourd'hui, si vous voulez, vous n'avez pas fait d'enfants et vous gueulez pour que votre retraite par répartition reste la même. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a une petite contradiction là? Et qui va travailler pour payer ça? Vous n'avez pas fait d'enfants? Déjà pour commencer, les enfants des autres. Ben, les enfants des autres, oui, mais ils sont peut-être en train de bosser à Londres parce qu'ils touchent 2 fois le salaire. Oui, ça c'est ou en Allemagne ou n'importe où. Et puis ça veut dire que du coup les enfants des autres, déjà ils sont moins nombreux que lors des générations précédentes. En plus de ça, ils doivent cotiser pour leurs parents et aussi pour les parents de ceux qui n'ont pas fait d'enfants. Du coup, ça fait une charge doublement plus forte. Oui, donc ils disent, je sais pas, je vais peut-être partir. Allez, je vais aller bosser à Singapour, tiens. Ouais. Ou la retraite par capitalisation, parce que l'avantage de la retraite par capitalisation telle qu'elle est pratiquée à Singapour dans le GIC, qui est le grand fonds de retraite singapourien, c'est que ça vous permet d'investir dans des structures démographiques différentes des vôtres. C'est-à-dire, par exemple, la retraite des employés de Singapour peut être investie en Inde, où ils ont une excellente démographie. Ouais. Et donc, aujourd'hui, les Indiens sont bien contents d'avoir des capitaux qui arrivent de Singapour. Et d'ici 30 ans, ils pourront peut-être payer sans problème les retraites de Singapour parce que ces investissements ont donné suffisamment de rentabilité pour que l'Inde se soit développée. Donc, ce que je veux dire, c'est que la répartition, ça permet de rester, ça oblige à rester dans sa structure démographique à soi. Ouais. Mais dès que vous sortez de la structure démographique pour aller vers une autre, à ce moment-là, vous faites une vraie diversification. Ouais. Ça sert à rien de mettre de l'argent aujourd'hui, par exemple, en Italie ou en Allemagne ou en Espagne parce que la démographie est effrayante. Mais par contre, vous pouvez aller mettre de l'argent aux Philippines, en Inde. Et vous aurez une excellente démographie, quoi. Donc, encore une fois, plus vous vous rétrécissez sur vous-même, moins vous avez de choix et plus vous serez pauvre. Et en plus de ça, ce sont exactement les mêmes qui veulent, d'une part, la décroissance, moins d'enfants, parce que ça va avec, qui veulent aussi garder le système de retraite par répartition, et qui pensent que les trois peuvent totalement coexister ensemble. C'est absolument idiot. On aurait moins de ressources, moins de personnes pour les produire, et il faudrait utiliser les personnes productives, les actifs, pour rémunérer encore davantage de retraités. C'est juste absolument impossible. C'est absurde. C'est toujours l'histoire que je raconte. Vous savez pourquoi la retraite, on l'a mise à 60 ans au départ, hein. C'est une histoire vraie, hein. C'est que Bismarck, c'est le premier qui a fait une retraite en Allemagne. Donc il avait fait la retraite et il a demandé à les gars qui travaillent avec lui, là, ses attachés de cabinet, alors à quelle heure meurent les ouvriers allemands? Et il leur a répondu à 60 ans. Et donc il a mis la retraite à 60 ans, comme ça, ils étaient contents, mais enfin, il ne la touchait jamais parce qu'il claquait avant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il claque à 80. Oui, même encore au-delà. Oui, donc le vrai problème, c'est que l'espérance de vie a augmenté dans des proportions très fortes. Oui, c'est sûr. Donc logiquement, ce qu'on aurait dû faire, c'est dire, bon, vous allez toucher votre retraite pendant 4-5 ans. Donc à l'époque de Bismarck, on aurait dû la mettre à 56, puis à 60, puis à 65, 4-5 ans avant
Et puis rien du tout, on est resté à 60 ans comme si c'était un socle bâti qui était descendu du Sinaï avec les 10 commandements. Quoi. Mais non, quoi, c'est pas la même chose de payer 25 ans les gens sans travailler ou de les payer 5 ans. Oui, c'est sûr. Mais c'est même pas. Et donc, si en plus vous avez une décroissance démographique, comment vous faites pour payer toute cette masse de vieux qui claquent pas? Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que on vit, il y a une espèce de demande politique pour créer des espèces de rentes intouchables. Quoi qu'il se passe, ben, c'est pas raisonnable. Non, c'est pas... Vous créez un truc qui peut pas bouger, ça veut dire que tout ce qui bouge va devoir payer pour ce truc qui peut pas bouger. Oui, c'est ça. Tous ceux qui s'en sortent, tous ceux qui arrivent à faire du profit, doivent payer. Et de plus en plus, plus le machin est intouchable, plus il faut payer dans ce machin qui marche pas. Et donc plus c'est difficile de dégager justement du profit, et donc plus c'est difficile de payer. Et donc c'est un problème sans fin. Rien à voir, on va reparler vite fait de l'Ukraine, parce que quand même c'est le grand absent des infos, je trouve, depuis quelques mois. On en entend plus parler. Et alors je me suis renseigné sur... Ils ont pas gagné la guerre? Mais alors, alors, parce que moi, bien sûr, ça marche des deux côtés. J'étais tellement certain que l'Ukraine allait gagner la guerre. Alors bien sûr, évidemment, l'Ukraine n'a pas gagné la guerre, la Russie non plus. Mais la Russie, elle cherchait pas à la gagner. Elle cherchait à pas la perdre. Ce qui est pas du tout la même chose. Le but de la Russie, c'était de bloquer les trucs et qu'il se passe rien. Ouais. Bah là, en tout cas, en ce moment, il se passe rien. Voilà. Donc si c'est effectivement l'objectif de la Russie, c'est plutôt réussi. Je vois, il y a des petites variations de 10 km² par-ci, 20 km² par-là, qui bougent très peu. Donc c'est un conflit qui est en train de s'essouffler un petit peu. Je ne sais pas s'il reprendra de plus belle plus tard. On a aussi la vraie question, la réorganisation des alliances. Oui, la vraie question, c'est Odessa. Vous savez, quand vous regardez l'Ukraine, ils avaient plusieurs sorties sur la mer. Les Russes, qui étaient dans les raisons plutôt russes, ils ont déjà repris ces zones. Et il reste un port, c'est Odessa. Si les Russes, qui est une ville russe d'ailleurs, si les Russes font avancer leurs armées de la Crimée vers Odessa et prennent toute cette zone et Odessa, à ce moment-là, ce qui reste de l'Ukraine, c'est un pays enclavé, qui a plus d'accès à la mer. Donc, à ce moment-là, ça ne présentera plus aucun intérêt pour l'OTAN, et on découvrira que finalement, monsieur Zelensky n'était pas aussi honnête qu'on le disait, que l'Ukraine, c'était pas par un de démocratie, parce quand on veut que tuer son chien, on l'accuse de la rage, vous savez. Donc, je suis sûr qu'on va... Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que on arrive dans une situation où il n'est pas du tout exclu que l'OTAN perde cette guerre. Ah, d'ailleurs, comment dire... Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Pardon? Ils se sont mis à quoi, je sais pas combien, à 25, pour attaquer la Russie, et ils n'y arrivent pas? Bah après, bon, c'est pas avec toute leur force de frappe, mais c'est vrai que par exemple, on voit que la Pologne ne veut plus faire de grandes livraisons d'armes à l'Ukraine. Donc l'Ukraine en fait, l'Allemagne va prendre le rôle de la Pologne. La Pologne qui est en Ukraine, qu'ils ont perdu lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis vous avez toute partie de la Hongrie qui a été perdue auprès de la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez peut-être si les Russes prennent Odessa, vous allez peut-être avoir toute une série de gars en Pologne ou en Hongrie qui vont dire, dites donc, ça c'est nous, hein, on nous l'avait piqué, mais maintenant qu'on refait la carte. Oui, c'est-à-dire, s'il n'y a plus d'Ukraine, bah, autant qu'on reprend les parties qui nous appartiennent. Ouais. La Galicie, ça appartenait à la Pologne. Hein. Ouais. Donc vous regardez des trucs comme ça, vous dites, bon, on est parti pour un tour, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, là, ça fait quand même pas mal de temps que le conflit est un peu au point mort. Je sais pas du tout comment ça se passe sur le terrain. Mais enfin, ça évolue très peu. On va suivre évidemment cette évolution. Dès qu'il se passera quelque chose, on en parlera. Mais enfin voilà pour le front de l'Est. C'était une émission un petit peu plus légère que d'habitude, puisqu'on avait l'émission juste avant il faut épargner les vieux. Voilà, il faut épargner les vieux. La retraite. Je parle pas de moi, je parle du monsieur qui était là avant moi. Oui, bien sûr. Qui avait mon âge d'ailleurs. Oui, même un tout petit peu plus jeune. Oui, il est un peu plus jeune que moi, il avait un an de moins.
Oui, mais pas aussi dynamique. Oh, il avait l'air très bien. Non, c'est sûr. Et il avait l'air très sympathique et était très bien. Donc on en termine déjà avec cette émission. On fera donc une émission un petit peu plus longue la semaine prochaine. Je remercie comme d'habitude chaque auditeur pour son attention. Et puis ces émissions, je le répète, chaque semaine sont disponibles en version podcast sur Spotify et sur Deezer. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Et merci encore. Délit d'opinion. Et on n'est toujours pas à 300 000. Hein. On n'est toujours pas à 300 000, faut accélérer un peu là. Faut accélérer un peu. Non, on va venir vous chercher un par un, quand même. Jusque dans les chiottes, comme dit. Comme pour vous faire vacciner contre le Covid, là, on allait vous chercher. Là, on va faire un pass. Un pass abonnement. C'est ça. Vous pourrez venir que si vous avez un pass abonnement. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup et à très bientôt.